I used to design for gods. But perhaps you'll come with a challenge, eh? I was surprised to get your call. Look, darling. It's alive! It's alive! And it's trying to sleep. Shut the hell up. Salut YouTube, bienvenue pour It is Alive, une émission de jeu de rôle où d'habitude une émission de jeu de rôle signée les dés sont jetés, où d'habitude ce sont les dés les maîtres de la destinée, mais pour une fois on va pas forcément lancer de dés, et une fois n'est pas coutume hein, justement, et on va plutôt échanger sur les pratiques autour du jeu de rôle, nos pratiques en tout cas autour du jeu de rôle, mais aussi les vôtres, puisque vous allez pouvoir participer potentiellement, prendre la parole selon le temps qui nous restera, et si on trouve quelqu'un pour prendre la parole, et qui est tenté par le sujet. Et ce soir je suis accompagné de Basile. Donc, It is Alive, vous le savez un petit peu, hein, le principe ça va être qu'on va aborder différents sujets ce soir. 2 sujets, pour être plus précis. On va d'abord nous parler de ce sujet, on va échanger un petit peu, dire ce qu'on a à dire dessus, et puis après on vous donnera la parole. Mais avant ça, on va parler de nos sponsors, sponsors qui nous accompagnent depuis le début de cette saison, à savoir Lootbox et Minimal Roleplay. Alors Lootbox, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez du coup trouver tous les liens dans la description. Lootbox, c'est une boutique de jeux de rôle, tout simplement. Voilà, vous pouvez trouver tout votre loot pour vos parties de jeux de rôle, et vous avez 5% de réduction avec le code LDSJ sur toute commande. Voilà, ça c'est cadeau. Et ça va même au-delà du jeu de rôle, jeu de société, wargame, si vous avez d'autres passions. Ça va au-delà de ça, et votre engagement envers nous va au-delà de ça quand vous utilisez également ce petit code, puisque au-delà de simplement bénéficier de 5% de réduction, c'est aussi un petit pécule que vous nous reversez en utilisant ce code, donc merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent. Et puis, second sponsor, c'est Minimal Roleplay, une plateforme de jeu de rôle où vous avez différentes fonctionnalités, donc vous pouvez directement jouer sur la plateforme, selon un système un peu asynchrone, avec notamment des outils qui vous aident d'un point de vue écrit, etc., pour prendre la main et pour vivre votre aventure, tout simplement. Et vous avez aussi une partie communautaire dans laquelle vous pouvez retrouver les personnes qui sont habituées au jeu de rôle, hein, dont des créateurs, dont nous-mêmes, voilà. Toutes ces actualités-là, et puis trouver des personnes avec qui jouer, etc. Et vous pouvez même programmer vos propres feuilles, si vous êtes un petit peu versé dans le sujet. Voilà pour nos sponsors. Et maintenant, je vais laisser la parole à Basile, qui va nous parler de notre thématique du jour. Effectivement, j'ai fait un tout petit peu de préparation, j'avais un petit peu de temps aujourd'hui. Notre premier sujet, donc, ça va être plutôt côté MJ. Rassurez-vous, on aura un autre sujet côté PJ. Le premier sujet, donc, c'est la préparation. On va discuter un peu de comment on prépare nos sessions. Pour beaucoup de gens, c'est une des choses qui peut faire peur quand on veut devenir MJ. Pour beaucoup de gens... Même pour des MJ qui ont l'habitude. Tout à fait. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, et il n'y a pas une méthode, il y a des méthodes. On va en discuter. Pour ouvrir le sujet, je te propose un petit quiz. Parfait. Ça va être l'occasion de citer quelques éléments, de connaître un petit peu aussi. J'ai 5 questions pour toi, rien de très compliqué. Du coup, première question, est-ce que si tu devais citer un outil qui est indispensable dans tes préparations de session? Alors ça va pas vraiment être un outil, parce que toi j'imagine que par outil t'entends logiciel, c'est ça, ou non, au sens une méthode. Au sens large. Ça peut être ton petit carnet, ça peut être un tableau blanc. Disons que moi, la première chose dont je vais avoir besoin, ça va être de me plonger dans ce qui va me donner de l'inspiration, tout simplement. Effectivement, j'ai
j'ai une page Word sur laquelle je travaille la plupart du temps, ou sur un Notion, selon parce que tu m'as fait découvrir Notion il y a pas très longtemps, donc du coup j'essaye d'utiliser Notion maintenant. En fait, de mon côté, j'ai besoin d'une chose pour commencer à écrire un scénario. Quand on est sur des campagnes, j'ai besoin avant tout de la fiche de mes personnages et du background de mes personnages, parce que c'est à partir de là que je vais trouver des idées de scénario et je vais piocher là-dedans, etc. Et sinon, l'autre outil, et ça va être plutôt dans les parties one-shot que je vais faire, ça va être la musique. Première chose que je vais chercher, c'est la musique. Dans les one-shots, par exemple, tu vois, Ghostbusters ou Kick-Ass ou des choses comme ça, je vais me dire, ok, quelle ambiance, quelle teinte je veux donner à cette partie, quelle couleur je vais vouloir donner à cette partie. En fait, je vais la transcrire en musique et je vais me faire une playlist de musique, et à partir de là, je vais construire le rythme de la partie que je veux faire et je vais avoir des idées. Alors, c'est juste un quiz d'intro, hein, donc on va faire non mais tard. oui, mais moi je m'emporte, hein, tu sais. Du coup, à l'inverse, quel est le truc que tu fais toujours à la dernière minute? Les maps. Les maps et ouais, ça peut être aussi l'organisation des combats. Où en fait je vais penser l'histoire et après je vais me dire, ah mais en termes de rythme, j'ai besoin de mettre un combat là, et j'ai pas pensé avant. Je vois bien. Troisième question, qu'est-ce que tu peux parfois recycler d'une table à une autre? Les maps. Non, alors pas, enfin oui, des maps ça peut arriver. Ce que je recycle principalement, moi, c'est plutôt des idées ou pas trop des PNJ, parce que généralement je vais m'inspirer de PNJ que j'ai déjà fait potentiellement, et de toute façon on pourrait parler sur les PNJ des heures et partir du principe qu'au final, même si on va créer plein de PNJ différents, on va toujours retomber sur des tropes qui sont les nôtres. Mais non, ça peut être des quêtes ou des problématiques que je fais revenir après sur des personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Là, oui, j'ai un scénario d'initiation que je réutilise à toutes les sauces. Voilà. Mais sinon, oui, des maps, c'est peut-être le truc que je recycle le plus. Est-ce que tu as une taille de table préférée? Donc, non pas la largeur de la planche de chêne, mais le nombre de personnes autour de la table. Oui. C'est... on va dire entre 4 et 5, mais j'ai une préférence pour 5. Après, en fait, c'est les nombres impairs, l'important pour moi. Donc c'est soit 5, soit 3, la plupart du temps. On l'avait évoqué, il me semble, pour la prise de décision et les choses comme ça. Ok, et dernière question, après on rentrera dans le fil du sujet, dans le vif du sujet. Mais toi, tu réponds pas aux questions. C'est frustrant. Après, moi, ça reviendra dans le. Mais justement, aujourd'hui, cuisine, je cérémonie. Ah, aux petits oignons. Et dernière question. Tiens, non, je vais prendre celle de Seiken. Est-ce que la taille de table, c'est la même en présentiel ou en distanciel, la taille qui te convient? Non, effectivement. En distanciel, 3, max 4, 5, c'est ingérable. En présentiel, je peux monter à 5. Au-delà de 5, ça commence à être un peu rude à gérer autour d'une table. Et j'ai déjà fait jusqu'à 11 joueurs, je recommande pas. J'imagine. Et du coup, est-ce que tu prends plus de plaisir à préparer des campagnes ou des one-shots? C'est différent, c'est très différent. Disons que le one-shot, je vais peut-être passer plus de temps à préparer un one-shot. Enfin, à la session, hein, je veux dire, pas oui, sur la durée complète. Je vais passer plus de temps à préparer un one-shot, mais au moment où je vais le sortir, l'important, ça va être les premières minutes, les 10 à 20 premières minutes, où je vais me dire, est-ce que la sauce prend ? Et du coup, c'est ce côté-là que j'adore, c'est voir si derrière ça prend. Et à l'inverse, les campagnes, on est vraiment sur un travail de longue haleine où le travail va être plus... Enfin, en fait, sur un one-shot, je vais vraiment avoir le côté réalisateur.
Je veux avoir un truc qui soit efficace rapidement, qu'on comprenne les éléments assez rapidement, etc. Et c'est ça que j'aime bien. Dans une campagne, je vais plus avoir un rôle, à mon sens, de scénariste-écrivain, et où je vais placer des éléments, je vais placer des plots, et mon grand plaisir dans une campagne, ça va être de créer de la surprise pour les joueurs. Donc la surprise est un peu différente, mais du coup je trouve que un équilibre entre les deux, j'aime bien. Eh ben écoute, on a fini ce petit quiz d'ouverture. Du coup, moi je vais. J'ai combien T'as tout bon. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Du coup, moi je vais me permettre d'entamer la discussion avec mon expérience perso. Comme ça, je prends un peu la parole à mon tour. Commencer, je pense, pour que ce soit un peu clair pour les gens qui nous regardent et que ça puisse servir. Commencer par la méthode très générale, on va dire mes grandes étapes de préparation. Alors, sachant que moi, je fais plus beaucoup de campagnes. Je vais fonctionner si je fais des sessions répétitives en épisodes, comme on fait dans notre Teens and Mysteries. Okay. Donc, ma prépa est un peu spécifique. Généralement, je vais partir d'une idée, donc un monstre, un objet, un lieu, etc. Parce que du coup, je suis beaucoup sur des formats enquête de mon côté. Par rapport à ça, si j'ai besoin, souvent je vais avoir besoin de me documenter. Imaginons que je vais prendre, on a un épisode où sur l'Égypte ancienne qu'on a fait dans Teens and Mysteries avec des références sur l'Égypte ancienne, je vais prendre un petit peu de temps pour me documenter, pour me dire, ok, là j'ai 2-3 lignes, parce que souvent dans les mythes, etc., il y a des antagonismes, il y a des forces, des faiblesses, des choses comme ça, donc je pioche là-dedans. Donc ça, c'est un peu de la recherche basique. Ensuite, je vais sortir un premier outil qui s'appelle Padlet, qui permet de faire du mind mapping. Donc je vais poser les grandes trames de scénario. C'est-à-dire, c'est des blocs et des flèches, tout simplement. Ouais. Vraiment, vraiment très superficiellement, en disant, en gros, qu'est-ce qu'ils doivent trouver pour... Écoutez précisément, parce que ce monsieur est organisé, il a une méthode, voilà. il met des points. Vous voyez ce tableau d'enquête avec des pins et des ficelles qui rejoignent les trucs. C'est exactement ça. C'est numérique, mais j'ai ça. Du coup, donc je vais poser mes trames rapidement en disant, bon, en fait, au début, c'est pas un scénario, c'est de dire qu'est-ce qu'ils doivent trouver pour arriver à la résolution. Donc c'est pas forcément ils vont rencontrer tel gars et ils vont arriver à tel lieu, etc. Et après, autour de ça, je vais poser des couches en disant bon ça peut être dans tel lieu, ça peut être par tel gars. Éventuellement, j'essaye d'avoir une répartition par type de scène, genre confrontation, dialogue, combat, etc. Et du coup, t'es presque. Mais là, tu parles d'un scénario type enquête, comme tu nous fais sur les Teens and Mysteries. Ouais, ok. Ouais, c'est ce que je fais principalement. Après, ça peut marcher, je pense aussi, sur une campagne il y a une grande menace et il faut la combattre. Au lieu de mettre les indices, on va mettre les étapes pour réussir à vaincre. Voilà. Et à partir de ça, donc là, j'ai mon ossature, on va dire. Et après ça, je vais mettre le vernis, écrire quelques PNJ, écrire quelques lieux. Généralement, je m'arrange pour qu'il n'y ait pas d'ordre. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas d'ordre dans mes éléments. Tu peux aller voir l'élément D au lieu de l'élément A en premier et quand même comprendre le... Il peut y avoir des petites facilités, un chemin plus facile qu'un autre, mais... Et donc, après, un peu d'écriture sur mes PNJ, mes lieux. Et après, tout ce qui va être accessoire, choix de la musique, visuel et map, éventuellement. C'est vrai que la musique, parfois, c'est un élément aussi un peu à l'arrache. Ça peut arriver. Ouais. Et après, tout ça, donc effectivement, moi, j'utilise Notion pour tout regrouper parce que je trouve que c'est un outil qui est facile de navigation pendant que je mène. Et ça, c'est important. Moi, j'ai très vite abandonné le document Word parce que j'étais pas à l'aise en cours de partie. Ouais, mais ce que je comprends, parce que moi j'ai pas encore trouvé, je dirais, en termes de
d'organisation, parce que bon, faut dire les choses. Moi, historiquement, j'ai commencé à écrire mes scénarios sur des pages A4 que je récupérais à l'école et où du coup, j'arrivais un peu plus facilement en fait à m'y retrouver parce que je l'avais écrite, donc je savais exactement où c'était. Et en fait, j'ai pas encore trouvé pour le moment de méthode d'organisation qui me conviennent parfaitement quand je suis sur une organisation en ligne. Et c'est vrai que le Notion, tu vois, je l'utilise encore un peu comme un Word, mais dans lequel je mets des liens quelque part. Où en fait, l'intérêt que j'y ai trouvé aux Notions pour le moment, moi, c'est alors j'écris le déroulé de ma séance, donc généralement j'ai d'abord l'intro, ensuite je vais avoir l'élément perturbateur. Je vais lister les éléments de résolution que j'ai imaginés, mais que je laisse un peu souple parce que potentiellement, effectivement, ils peuvent avoir des idées que j'ai pas eues, moi, en termes de résolution d'enquête. Et puis après, une outro. En gros, une conclusion. Et entre les deux, en fait, si j'ai un personnage, par exemple, ou un lieu que je veux développer, bah, je crée une page dans Notion dédiée à ce personnage-là, et quand je clique dessus, j'ai la description du personnage, etc. C'est à peu près la méthode que j'ai. C'est ça. Après, sur les enquêtes, par contre, j'ai une méthode un peu différente, parce que là, j'ai pris un peu plus le temps, parce que je dois avouer que les enquêtes étaient en tout cas les types de scénarios qui me mettaient le moins à l'aise, où j'étais un peu plus mis en difficulté, où j'avais besoin de me rassurer, voilà, on va dire les termes, j'avais besoin d'être rassuré. Et donc la méthode que je me suis développé ma propre méthode que je trouve être une méthode qui est pas trop mal, c'est-à-dire que je n'écris pas une résolution d'enquête, j'écris une situation de base à l'enquête. C'est-à-dire que je vais écrire en fait ce qui s'est passé. Le mec, pourquoi il a tué telle personne, quelle est la scène, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et en fait, je vais agrémenter cette scène de petits éléments où le mec il a telle psychologie, donc du coup il va chercher à supprimer le corps, mais comme il a un état psychologique un peu perturbé parce que c'est pas fait exprès, il y a des trucs qu'il va oublier, donc il y a des petits détails qu'il va laisser, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, je vais agrémenter après de petits éléments qui me semblent logiques dans le déroulé de l'histoire, où je me dis il a pu laisser ça comme indice derrière. Et après, selon ce que font les joueurs et joueuses, je me dis potentiellement ils arrivent à telle heure, ils ont un peu traîné pour y aller, donc la police y est déjà allée en premier, donc du coup ils ont ramassé un certain nombre d'indices. Donc déjà il y a une partie qui est à la police, il y a des témoins qui ont été interrogés, donc potentiellement tu rajoutes aussi ce qu'ont vu les témoins, tu fais des petites timelines. Et puis t'en as d'autres, t'as certains autres indices qui vont être un peu plus cachés sur lieu pour un peu quelque part valoriser le point de vue un peu expert des joueurs qui sont sur place et qui disent mais la police elle a pas tout vu, mais nous on a tout vu. Enfin bon, donc voilà, histoire de bien valoriser dans ce sens-là, et c'est comme ça que j'écris moi globalement pour les enquêtes. Sur l'enquête, je le fais aussi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de dire qu'est-ce qu'ils doivent trouver, parce que ça bloque. Et sur mais je peux le faire aussi sur d'autres types de campagnes, de type exploration, grand méchant, etc., de dire qui est le grand méchant, finalement. Ah oui. En tout cas, ça peut être une étape. Mais effectivement, sur la méthode que je décrivais, ça fait un petit moment que je l'ai et que je l'ai perfectionné. Moi, je suis pas passé par les post-it, comme nous dit Seiken. J'ai entendu parler de cette méthode étrange. Si j'avais un grand mur, je pourrais remplacer le logiciel Padlet par des post-it. En fait, ce qui est bien, c'est que je peux utiliser la même méthode, peu importe le temps que j'ai pour préparer. Parce que comme je fais l'ossature et qu'après je développe, par exemple, dans les Teens and Mysteries, parfois j'ai plein de PNJ dispo, parfois j'en ai moins. Si t'as pas développé, tu peux quand même improviser parce que t'as ta structure, quoi. Exactement. Ouais. J'ai l'essentiel. Si j'avais pas prévu le nom du resto où vous avez décidé d'aller, je le trouverai à la volée. Ce sera le homard joyeux et c'est très bien. Ça marche très bien. Animal adjectif, très bon truc pour les noms d'auberges, les noms.
Et du coup, là, alors, dernièrement, moi, je suis en train d'écrire, enfin, je suis sur une campagne avec mes joueurs hebdomadaires, dans laquelle, pour le coup, je suis sorti de ma zone de confort parce que je fonctionne pas de la même manière que d'habitude. C'est-à-dire que là, je suis parti d'une ambiance, je voulais faire une ambiance à la Conan, où les joueurs allaient galérer, où ils allaient avoir énormément d'ennemis très grands qui peuvent être très dangereux et où il faut se faire tout petit. Ce qui est un peu l'inverse d'un Heroic Fantasy où généralement t'arrives, c'est nous les héros, Ouais, voilà. Donc du coup c'était pour les mettre dans une relation par rapport à leur environnement qui était assez inverse par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Et donc du coup j'avais que ça à la base comme élément pour créer mon scénario. Donc j'avais pas forcément de scénario et je me suis amusé avec les cartes du scénarurgien à tirer quelques cartes pour avoir des idées de scénario. Et donc c'est assez marrant parce que pour le coup j'ai la structure comme t'as dit, c'est-à-dire que je sais ce qui s'est passé, je sais quel est le mystère, je sais où ils doivent aller, etc. Mais j'ai rien entre les deux. Et en fait je construis à la session, c'est-à-dire qu'à la session précédente je leur demande de tirer quelques dés qui m'amènent sur des tables aléatoires. Et donc du coup derrière je vais construire à la session. Et il y a que quelques points jalons où je les ai, mais au final je les ai mais dans les grandes lignes. Là tu vois ils arrivent dans un village d'ogres qui est plutôt accueillant parce que ça fait partie des seules créatures qui sont un peu pensantes dans le désert, donc ça reste accueillant pour eux. Et en fait dans ce village d'ogres il y a toute une intrigue un peu politique et religieuse. Voilà, jamais mêlez pas les deux, en vrai c'est une mauvaise idée. Je dis ça pour les quelques politiciens qui nous regarderaient pas. Et du coup, j'avais pas écrit spécifiquement ce qui allait se passer. Donc au moment où ils arrivent dessus, je sais que la session d'après, il faut que j'écrive tout ce qui se passe dans le village, par exemple. Donc je le fais au fur et à mesure. Mais je sais qu'à la fin, j'ai une grosse map à faire, il faut que je la fasse. Par contre, je vais peut-être pas la faire au dernier moment. Je crois que justement, c'est un point important de dire sur une campagne, c'est important d'écrire au fur et à mesure. Ouais. Je veux dire, on peut avoir son idée de départ, mais tant qu'elle n'a pas été découverte par le reste de la table, faut pas hésiter à la changer, à l'étoffer, etc. Et pas dire ah bah mince, j'avais cette ligne-là et on devait session 4 arriver là et on n'y est pas, donc il faut que je les force et machin. Et évidemment, ça, on sait que c'est jamais une bonne idée. Une chose qui, alors vous allez certainement dire que c'est un peu de la manipulation, mais je fais du marketing, hein, vous m'excuserez. En fait, un peu inconsciemment, je leur ai mis, je sais qu'à un moment donné dans l'aventure, ils vont avoir un type de personnage à rencontrer, où je sais que d'habitude dans de l'Heroic Fantasy, on se méfie de ce type de personnage. Et là, je ne veux pas qu'ils se méfient de ce type de personnage. Parce que bon, c'est un potentiel allié, il est censé les aider, etc. Donc ça m'emmerderait qu'il le bute. Et donc au fur et à mesure, je les mets face à des personnages qui sont un petit peu similaires dans la construction, qui sont un peu du même type où les gens se méfient d'habitude, mais je leur fais comprendre au fur et à mesure que ce type de personnage-là n'est pas hostile à eux. Donc du coup, je les habitue. Je leur mets des petites touches pour les habituer. Mais effectivement, c'est le terme qu'utilise Saiken dans le chat. L'illusion du choix, c'est quelque chose qui est hyper important de préserver oui, à la mesure qu'on veut et qu'on peut gérer. Mais voilà, je pense que tous les deux, on est anti-rail. Ouais, anti-rail, voilà. Après, du coup, moi, pour être par contre un peu critique, pour pas que les gens pensent que ma méthode est la bonne et tout ça, je sais aussi dans ces défauts qui sont un peu, c'est un peu lié à mes points forts, points faibles de MJ, c'est de dire, moi je sais faire quelque chose qui va être fluide, où les joueurs et joueuses, ils auront de la place de proposer, d'intervenir, etc. Par contre, je n'ai jamais d'excellents scénarios en termes de de surprise, c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu, etc. Ça, c'est pas mes points forts. Moi, j'ai des potes MJ qui me sortent des enquêtes. Tu dis, c'est dingue, en fait, genre, comment tu nous as emmené de ce point-là à ce point-là, les indices que tu as pensé et tout. Mais du coup, on est plus dirigé. C'est pas évident en même temps le plot twist
pour l'avoir. Tu peux pas vraiment l'inventer, ou alors quand tu le fais, faut l'avoir très en avance, le plot twist, pour vraiment bien le préparer et bien l'amener comme il faut. Dans une campagne où t'écris au fur et à mesure ce qui va se passer, tu peux pas dire à la 10e séance, alors que ça fait 10 séances qui sont sûres que telle personne c'est un allié, il a démontré toutes les qualités possibles d'un allié, il les a aidés dans les pires moments, etc. Et là tu te dis, en fait c'est un connard. Et il va les planter au dernier moment. En fait non, parce qu'il faut quand même que t'aies mis quelques petits indices au fur et à mesure. Donc il faut que t'aies eu l'idée avant, pour qu'ils aient pu s'en douter, qu'ils se disent au dernier moment, on aurait pu s'en douter. Ouais. Et c'est là que c'est efficace. Un plot twist, c'est je l'ai pas vu venir et pas c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Tu le résumes très bien. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, les seuls plot twists que je fais, c'est des trucs que j'aime, mais limite, j'ai l'idée dès le départ. Et limite, c'est le scénario qui va tourner autour de ce plot twist, parce que je sais que ça va être un élément central dans l'histoire du scénario. Mais du coup, voilà, moi c'est aussi important de le dire, c'est que ma méthode, je l'ai forcément faite à partir de mon style de MJ. Ouais. Et de dire, comme moi j'aime ce freestyle, on va dire, d'une certaine manière dans le jeu de rôle, ma méthode, elle l'est un peu aussi, elle a des trous, mais parce que les trous ils vont venir se boucher tout seuls à la manière dont on joue. Et que je j'ai pas d'exemple particulier en tête d'autres contenus, mais il y a des gens qui font de l'écriture qui est vachement plus profonde, où du coup ça guide un peu plus les joueurs, mais ça peut être très agréable aussi d'être guidé quand on est dans un monde quelque chose d'hyper prenant. Il faut pas croire non plus que être un peu guidé c'est un truc à fuir non plus, c'est une question d'équilibre. Ils ont sûrement d'autres méthodes, parce que ma méthode elle marcherait pas sur ça. Mais c'est très juste ce que dit Seiken dans le chat, et je pense que ça va être Seiken notre auditeur du jour. En fait ça va dépendre effectivement de ta table. T'as certaines tables qui vont être réceptives et qui vont d'eux-mêmes proposer des pistes. C'est-à-dire que, par exemple, sur ton enquête, t'auras pas besoin de définir que tel indice est à tel endroit précisément, etc. Parce que eux, ils vont se dire, ah oui, donc attends, il s'est passé ça, donc je pense que potentiellement la concierge, elle a peut-être vu quelque chose. Et donc on va aller voir la concierge, alors que toi, t'as pas du tout pensé à la concierge. Oui. Donc ils vont d'eux-mêmes te faire des suggestions ou faire des hypothèses et exposer les hypothèses à voix haute. Et ça, c'est du pain béni pour un MJ. Des joueurs qui exposent leurs hypothèses à voix haute, c'est parfait. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, on a l'un ou l'autre. C'est-à-dire que parfois, les joueurs vont nous sortir des trucs hyper originaux qu'on n'avait pas vu venir. Et parfois, moi, j'ai eu ça dans le Teens and Mysteries qu'on a fait avec Linkus. En fait, je vais pas donner les détails si jamais il y a des gens qui vont le regarder, mais il y a vous enquêtez sur quelqu'un qui est mort. Spoiler au pire. Non, mais il n'y a même pas besoin. Vous enquêtez sur quelqu'un qui est mort, vous dites, on va aller voir le bureau de cette personne. Ce qui est c'est vrai. Évident. Et moi, je ne l'avais même pas prévu dans mon scénar. J'avais pensé qu'il y avait des traces sur le lieu du crime à suivre et qui partaient vers autre chose. Alors, en vrai, c'est complètement évident, mais pas de souci, parce que les indices que j'avais prévus sur quelle est un peu la créature qui a fait ça et tout, j'ai dit, tu pouvais les interchanger d'endroit et... Ça va être dans ces recherches. Mais effectivement, après, il y a aussi des joueurs-joueuses qui veulent se laisser porter par la narration du MJ, qui aiment qu'on leur raconte une histoire et où eux, ils vont juste apporter un petit truc de temps en temps. Et dans ce cas-là, si vous avez une table comme ça, faites quelque chose bien serré. Ou alors, il peut y avoir, quand on est dans une campagne, des moments où c'est nécessaire. Je pense à la fin de l'aventure Pathfinder, où moi j'ai rejoint le groupe sur le final. C'était le grand final, donc là il y a un moment où il faut dire il y a une rythmique, il y a une tension, et là il faut peut-être la cadrer un peu. Mais déjà géographiquement tu t'avais resserré un peu l'étau, on va dire. Oui, sinon ça partait un peu plus facilement dans tous les sens, quoi. Mais effectivement. Mais et après oui, ce sur quoi du coup je voulais un peu revenir, c'est que je fais les visuels à la fin. Alors visuel ou objet, à l'époque où je jouais beaucoup en présentiel,
pouvez faire des petits objets, des choses comme ça. Parce que pour moi, ce sera toujours accessoire. Et là, vraiment vision personnelle, c'est-à-dire que si j'ai pas de map, j'ai ma grille et mes Velleda où Oui. on peut toujours dessiner des machins. Si j'ai pas de visuel de PNJ, je vais faire de la description. Si j'ai pas les bonnes musiques, je vais mettre une playlist. Et même si c'est très cool quand il y a plein de choses, et moi, quand j'ai le temps de sortir des beaux trucs ou quand je suis joueur et que j'ai des beaux trucs, j'en suis méga fan. Je pense que parfois, peut-être à cause de ce qu'on peut voir sur Internet, d'artisans qui font des choses magnifiques, d'actual play, qui ont un peu les moyens d'avoir des belles choses, on y accorde une importance qui n'est pas la bonne. Qui est un peu démesurée parfois. Et je sais que des fois, il y a des gens qui peuvent un peu s'épuiser à ça, à faire des maps ou à faire des décors pour des gens qui jouent avec des figurines. Et s'ils y arrivent, et pour leurs joueurs, c'est méga cool, mais je pense que c'est pas ça qui va être le point le plus mémorable de la session. Mais je pense que effectivement, tu mets le point sur quelque chose d'assez vrai, c'est que on va accorder de l'importance sur ce qui nous semble important d'une part, mais aussi sur ce sur quoi on est moins à l'aise. C'est-à-dire que tu vois, si effectivement tu sais qu'une carte ça te prend du temps, et que tu sais que pour ce combat spécifiquement qui est quand même très exigeant où t'as réfléchi à un truc d'un point de vue tactique, bah tu vas prendre le temps de faire cette carte, tu vas vraiment t'y mettre dès le départ parce que tu sais que ça va être la pierre angulaire de ta session. Si en revanche tu te connais, tu sais qu'en termes de description de lieu tu te débrouilles plutôt pas trop mal et que du coup tu peux te passer d'une carte parce que la description que tu fais est plutôt efficace, bah tu vas pas prioriser cet aspect là. Mais c'est tout comme l'aspect d'écriture. Il y a des personnes qui savent très bien improviser des descriptions, qui vont très peu écrire de descriptions ou peut-être 2-3 petits adjectifs. Et d'autres personnes qui ont besoin d'écrire des pages de description parce que ils sont pas à l'aise dans l'improvisation de description et ils veulent quand même proposer une description qui aille dans la perception des 5 sens, des choses comme ça et tout. Et pour revenir un peu sur la création d'objets, de cartes, etc., je pense que c'est important de penser au temps dont on va se servir. Enfin, combien de temps on va l'utiliser. C'est-à-dire que moi, dans une campagne de D&D que j'ai actuellement, il y a 2 cités où ils vont très souvent. Bon, bah, j'ai fait des belles cartes parce qu'on les ressort, on les remontre. Il y a d'autres trucs où j'ai dit ce sera juste une exploration une fois. On va y passer 2 heures. Je vais pas mettre 5 heures. Je peux passer 5-10 heures à faire une carte. Enfin, bah voilà, je pense qu'il faut aussi mettre ça en perspective. Et après, bah, évidemment, on parlait de connaître ses points forts, ses points faibles. Et ben c'est quelque chose qui vient avec le temps. Donc, évidemment aussi, quand on débute, la prépa, elle est beaucoup plus longue parce qu'on n'a pas forcément aussi le recul pour prioriser par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à ce qui est attendu par nos joueurs et joueuses. Mais du coup, il ne faut pas se décourager. Moi, je pense que toi aussi, nos premières campagnes, elles nous ont pris un temps fou à préparer. Première campagne... Ouais, si, elles ont pris du temps, oui. Et ça date un peu, donc il a fallu que je me remémore, c'est pour ça. Et en fait, il faut réussir à faire quand on a fini, qu'on a fait quelques sessions, qu'on a fini la campagne, réussir à faire un peu la rétro-ingénierie, de dire, tiens, dans tout ce que j'ai préparé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que j'ai vraiment utilisé ou pas. Alors après, moi, je suis quelqu'un qui a un peu des petits problèmes de trop réfléchir, du coup ça me fait des insomnies et bon bref, ça c'est autre chose, mais du coup j'aime bien, pour moi théoriser c'est ma façon de m'améliorer, donc réussir à être critique. J'ai fini ma campagne, essayer de pas la ranger aux oubliettes, posez-la un moment si vous voulez, mais essayez de revenir dessus, peut-être si vous revoyez vos joueurs juste pour une soirée pas de jeu de rôle aussi, parce que on fait le débrief post-session, mais des fois c'est cool de parler de jeu de rôle dans un cadre pas de jeu de rôle, où là peut-être que les gens justement, quand ils n'ont pas le cerveau branché jeu de rôle, et ils ont eu le temps ils ont eu le temps de débriefer à froid aussi, parce que du coup effectivement le débrief de fin de session c'est important pour avoir un retour à chaud, etc. Mais à froid, il y a peut-être des trucs où ils vont se dire ah mais il y a eu ça, il y a eu tel détail que j'avais pas relevé, et en fait maintenant que je m'en souviens, j'ai bien aimé ce truc là, où tu vois c'est des trucs où t'as pas forcément noté sur le moment et après tu t'en rends compte. Et puis si tu demandes
un mois après la campagne, c'est quoi ce que vous avez retenu, c'est là où tu vas voir là où tu as marqué. Parce qu'en fin de session, tu peux dire quand tu as fait la voix du vieux gobelin, c'était excellent, machin. Mais est-ce que la voix du vieux gobelin, c'est vraiment ce qui t'aura marqué un mois plus tard? Ou est-ce que c'est plutôt, oh là là, quand tu as décrit la cité, je la vois encore. Ouais, c'est. Oui. Et bon, bah, évidemment, le jeu de rôle, c'est un loisir social, donc il faut en parler aussi. Je crois Et autre point important aussi, demander à vos joueurs après session d'écrire un résumé ou de faire un rapide résumé de la session. C'est aussi intéressant parce que ça permet de voir ce qu'ils ont retenu de la session. Et donc, fatalement aussi, ce qu'ils ont préféré dans la session. Parce que c'est ça qui va te montrer, effectivement, telle cité, si tu l'as bien décrite, dans le résumé, elle va ressortir. Et ils vont te la noter. Et en ce moment, j'ai un peu une idée fixe, parce que c'est quelque chose que j'avais oublié, mais que j'ai redécouvert. C'était mon sujet de vendredi. Mais aussi dans votre préparation pour les visuels, pour la conception, c'est la chaîne Coup Critique qui a fait une vidéo sur ce qu'on appelle le point crawl. Le fait de dire, vous pouvez simplement faire une carte avec des carrés et des traits qui se relient. Vous pouvez prendre vos notes comme ça, etc. Bah ça, je pense que moi, j'avais oublié. Pourtant, je l'avais déjà fait, mais j'avais oublié ça. Et je pense que je vais m'en resservir dans des prépas. Pour des choses où c'est pas nécessaire d'avoir les distances. Par exemple, une grande cité où t'as pas le temps de travailler une belle map pour la grande cité, tu mets juste les points d'intérêt de la grande cité, à peu près comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres, et tu les rejoins juste avec des traits, effectivement. Ouais. Faudrait que je retrouve, j'ai vu sur Blue Sky quelqu'un qui a fait une méthode sur comment faire une ville hyper rapidement. En gros, il fait une forme un peu abstraite, et après, il pose des traits de manière un peu aléatoire et ça fait des quartiers et ça fait une ville. Ok, là ça m'intéresse. Vu le temps que je mets à faire des villes à la main. Et du coup, t'as juste des et il dit hop, après tu changes les aplats de couleurs. Tu dis rouge c'est le quartier industriel, bleu c'est le quartier des marchands, machin. Et hop, tu peux faire ça en speed. Et je crois que c'est bien. Et en plus après on peut partir de représentations schématiques et les rendre jolies. C'est pas forcément moche dans le schéma. C'est pas forcément le réalisme qui est toujours le plus beau. Ah non, mais oui. Alors, effectivement, je vous invite à aller voir la vidéo de Coup Critique. Et alors, je vais pas inviter les gens à aller voir le replay du live parce que le replay va disparaître au bout d'un moment et qu'il sera pas disponible forcément quand ça sortira sur YouTube, on ne sait pas. Mais effectivement, cette vue en isométrique très simple quand tu fais tu veux représenter un jardin où tu fais juste une petite haie avec 2 petits arbres et c'est bon, on a compris que c'était un jardin sur un sol de pelouse. Ça marche très bien, effectivement. Et du coup, je pense qu'on va un peu bientôt arriver à bout de ce sujet, mais je pense que je vais proposer qu'on donne chacun 3 points à retenir assez rapidement. Moi, ce que j'ai en tête, c'est de dire essayez de commencer par l'essentiel. Pensez à ce qui va plaire à votre table, chaque cas est différent. Et particulièrement si vous êtes débutant, restez pas tout seul aussi. Il y a plein de Discord, plein d'endroits où vous pouvez échanger avec des gens. Vous sentez pas isolé, ou même juste pour le plaisir de dire j'ai préparé ça, c'est chouette. Voilà, j'avais ça en tête. Je sais pas si tu as 3 points clés. Moi je dirais d'apprendre à se connaître et connaître ses points forts, parce que du coup à force de le faire, au final on finit par savoir ce sur quoi on prend du temps, ou ce sur quoi on aime en tout cas passer du temps. Et ça c'est important dans la préparation d'un scénario. Savoir écouter ses joueurs et ses joueuses aussi, pour retenir l'essentiel de ce qu'ils ont dit, et puis aussi ne pas se perdre dans des choses, tu l'as dit, elle est à l'essentiel, ne pas se perdre dans des choses où en y repensant on se dit que ça va peut-être servir peut-être 5 minutes, même pas quoi. Donc voilà, cibler l'essentiel, je te rejoins sur cet élément là, on va dire. De toute façon, si vous êtes avec des potes ou des gens sympas, peu importe le niveau d'intensité de préparation, vous passerez un bon moment et c'est ça qui compte. Ouais, c'est ça, tout à fait.
Je pense que ça conclut très bien ce sujet-là, en tout cas. Donc, tant que vous vous amusez, tout va bien se passer. Ouais. Si quelqu'un se sent motivé par ce sujet ou souhaite peut-être aussi nous partager sa première expérience peut-être en tant que MJ, voir comment il l'a vécu, quelles erreurs il a notées, quelles choses est-ce qu'il s'est dit, tiens ça, si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Ou ça peut être ça aussi. N'hésitez pas, si ce n'est en tout cas en vocal aujourd'hui, là en live, n'hésitez pas à le noter aussi dans les commentaires. Cet espace est là pour échanger, justement. C'est un espace de partage avant tout. Donc n'hésitez pas à y mettre un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez moins aimé aussi dans la préparation. Comment vous l'avez abordé et si vous avez aussi besoin de conseils, n'hésitez pas à le noter. Les gens seront là dans le chat pour vous répondre. Partagez vos mauvaises expériences aussi. C'est souvent riche d'enseignements. Oui. Les mauvaises expériences aident beaucoup. Voilà. Donc mettez tout ça dans les commentaires, nous on se fera un plaisir de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ce petit échange vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser également un petit like sous la vidéo et un commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets à aborder en live dans It Is Alive. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. À très vite. Ciao, ciao.